Nous sommes en 1189, dans l'Allemagne féodale, au confluent de l'Elbe et de l'Alster, près de la mer du Nord. Un seigneur rentre chez lui après une longue absence, animé d'une vision. C'est le comte Adolphe? Le comte est revenu! Le comte est revenu! Virate! Ah, Adolphe! Ça fait du bien de te revoir. T'es toujours en vie? Oui. Plus ou moins. Ton canasson est mort en route? Si seulement tu savais tout ce qu'il y a autour de nous, mon ami. Dis-moi ce que tu vois. Une bourgade au milieu de nulle part. Je vois des maisons en pierre, des marchands, des richesses, des navires venant du monde entier. Le soleil ne t'a pas fait que du bien, on dirait. Oh, si, crois-moi. Regarde, Virate. Ça va tout changer. Fais attention de ne pas le perdre. On va avoir besoin de beaucoup d'hommes. Oh! Le village, oublie-le, c'est fini! On va construire la plus belle de toutes les villes! À travers les siècles, le port de Hambourg a fait rêver beaucoup d'hommes. Mais il en a fait trimer bien plus encore. Certains y ont bâti une fortune, mais la plupart n'y ont récolté qu'un salaire de misère. Hambourg a connu et surmonté les épidémies, les incendies, les inondations et les guerres. Mais elle a vu aussi l'essor du commerce et des techniques. Voici l'histoire d'un petit port allemand devenu une plaque tournante du commerce mondial. Tout commence il y a 800 ans. Quoi, Virate? Qu'est-ce qu'il y a? Adolphe III, comte de Holstein, rêve de construire un port franc et une ville neuve près de la vieille ville de Hambourg. Il confie la réalisation du projet à Virate von Boitzenburg. Un marché. Tyr, Constantinople. Tu sais pourquoi tu connais ces villes? Parce qu'elles font du commerce. Tu as la folie des grandeurs. Tu crois que l'empereur va te laisser faire? Le diable d'homme, comment as-tu fait? Adolphe, c'est le sceau de l'empereur! Le comte rentre dans son fief avec dans ses bagages une charte signée de Frédéric Barberousse. L'empereur germanique octroie des privilèges aux marchands de Hambourg. Ils pourront désormais se déplacer librement, sans acquitter de taxes, avec leurs navires, leurs hommes et leurs marchandises, entre la nouvelle ville portuaire et la mer du Nord, distante d'une centaine de kilomètres. L'empereur les autorise également à faire des opérations de change. Tout cela est écrit noir sur blanc en latin. Mais aujourd'hui, la plupart des historiens estiment que ce document est faux. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà une charte, un privilège, ou juste une promesse orale ou une petite note manuscrite? On l'ignore. En tout cas, le document en notre possession est incontestablement un faux qui date sans doute des années 1220. Martin Krieger, historien spécialiste du nord de l'Europe, a publié une histoire de Hambourg. Adolphe était manifestement un fin politique, pour le dire avec des mots d'aujourd'hui. Au moment opportun, il s'est rangé aux côtés de l'empereur et il en a tiré beaucoup d'avantages.
Que la charte portant le sceau impérial ait été un faux ou pas, grâce à elle, Hambourg se hisse au rang des grands ports du nord de l'Europe en l'espace de quelques siècles. Ces marchands forment bientôt une nouvelle classe sociale au sein de laquelle l'efficacité prime sur la naissance. Les négociants ne partent pas en croisade, ils commercent avec l'étranger. Ils ne bâtissent pas de châteaux forts, ils établissent des comptoirs à l'étranger. L'argent est leur arme, et les livres de comptes leur Bible. Un vent nouveau souffle sur Hambourg, celui de la Hanse. Hambourg rejoint la Ligue hanséatique au XIIIe siècle. Cette ligue regroupe quelques 70 cités marchandes, comme Lunebourg, Brême ou Cologne, sous la direction de la puissante Lübeck. Son but est de défendre les villes membres contre les pirates et de représenter leurs intérêts à l'étranger. La Hanse marque la naissance du capitalisme dans le nord de l'Europe. Sous son égide, Hambourg va prospérer. Dès le Moyen-Âge, le port de Hambourg se dote d'un règlement précis, avec des emplacements réservés au chargement, au déchargement et à l'escale. Pour y travailler, il faut résider dans la ville. On n'est pas assez nombreux. Qu'est-ce que tu racontes? T'es un homme ou pas? De quoi tu te plains? C'est trop lourd, j'y arrive pas. Aide-moi! Le salaire des porteurs est fixé à l'avance, quelle que soit la difficulté de la tâche. Écoute bien, si tu veux avoir de quoi te payer à manger, remue-toi. Sinon, cherche-toi un autre boulot. Le port emploie beaucoup de monde. De nouveaux bateaux arrivent tous les jours pour charger ou décharger leurs cargaisons. Les marchandises sont conditionnées en caisse ou en tonneaux. Pour lever les plus lourdes, on peut louer à l'année une grande grue en bois. Cette grue médiévale est actionnée par une roue dans laquelle marchent des valets et des servantes. Le port dispose de 2 grues de ce type. Les débardeurs font la navette entre le quai et les navires avec des embarcations plates appelées gabarres. Les distances sont courtes. Le port ne s'étend pas encore au-delà des rives de l'Alster. Les ballasteurs veillent à ce qu'il y ait une profondeur d'eau suffisante. Ils sanctionnent toute embarcation qui rejette des déchets ou du ballast dans le port. Une fois chargés, les bateaux lèvent l'ancre en direction de la mer du Nord dès que le vent est propice. On navigue alors sans compas ni carte précise, uniquement aux étoiles. Il faut pour cela une grande expérience. L'Oubena de Brême est une réplique des Kog, les navires de commerce utilisés dans le nord de l'Europe au Moyen-Âge. Elle a été construite d'après une épave découverte dans un fleuve du nord de l'Allemagne. Les bateaux de la Hanse sont très pratiques dans les eaux peu profondes comme la mer des Wadden qui longe la mer du Nord ou les fleuves tapissés de bancs de sable qui se déplacent. Mike Belazus est archéologue au musée allemand de la navigation à Bremerhaven. L'Oubena a un fond plat et elle n'a pas de quille au milieu de la coque, donc rien qui puisse racler le fond de l'eau et bloquer le bâtiment. Chargés de marchandises, des centaines de coques de la Hanse sillonnent les mers et les fleuves du nord de l'Europe au Moyen-Âge. De nombreux enfants travaillent dans les ports. Il y a 4 coques qui arrivent de Riga. D'accord, je vais les prévenir.
Il règne une grande activité sur les quais de Hambourg, et le travail y est dur. Hambourg produit et exporte de la bière. 1 habitant sur 2, femmes et enfants compris, travaillent dans les brasseries. Les hommes qui transportent les tonneaux de bière sont appelés kneveleurs. À ta santé. Il y a 4 coques de Riga qui viennent d'arriver. Va chercher un autre tonneau avant qu'il débarque. Et un tonneau. Toute la population buvait de la bière, des nourrissons aux vieillards. Hartmut Roder est historien, spécialiste de la piraterie et de l'alimentation. À l'époque, la bière était un aliment de base, au même titre que le pain. Surtout dans les villes hanséatiques situées sur la mer. Pourquoi? Parce que leur nappe phréatique était parfois contaminée par l'eau de mer. Donc, on ne buvait que des boissons qu'on avait fait bouillir au préalable. Mais la bière du Moyen-Âge n'avait aucun rapport avec celle qu'on consomme aujourd'hui. C'était plus une sorte d'infusion. La bière a l'avantage de se conserver. Voilà pourquoi elle s'exporte si bien. Hambourg importe principalement des fourrures du Grand Nord, de la laine de mouton du nord-ouest de l'Europe et de la cire de Novgorod dans l'actuelle Russie. Mais elle fait également venir du hareng salé de la Baltique et d'autres salaisons. Les céréales qui arrivent par le fleuve sont cultivées dans l'arrière-pays hambourgeois. Le goudron et les minerais proviennent de la Baltique. En échange, Hambourg livre vers l'est de l'Europe du poivre et des épices, ainsi que des étoffes. Les navires de commerce médiévaux ne sont pas rapides, mais ils sont stables. On utilise à l'époque des cogs, des caracs et des caravelles. Les navires de la Hanse étaient chargés comme des mules. À l'époque, le temps ne comptait pas comme aujourd'hui, et ces bateaux étaient assez lents. Ils ne dépassaient pas les 5 nœuds. L'essentiel était d'arriver. De toute façon, on était soumis aux éléments. On était bien obligé d'attendre un vent propice. Les marchandises sont destinées à d'autres villes portuaires ou aux 4 comptoirs hanséatiques établis à Bruges, Bergen, Londres et Novgorod. Le commerce de la Hanse repose sur le transport de matières premières de l'Est de l'Europe vers le Nord-Ouest, où l'artisanat est déjà très développé. Hambourg importe également du sel de son arrière-pays, essentiel pour conserver les aliments. Les marchands font de bonnes affaires avec le sel et les harengs. Mais leurs fournisseurs ne sont pas toujours honnêtes. Montre-moi la marchandise. Ne vous inquiétez pas, je vous vends que ce qu'il y a de meilleur. Oui, j'en suis sûr. Allez, ouvre-moi ce tonneau. C'est que du sel, rien d'autre. Ah oui, j'espère bien. Montre-moi les harengs. Ils sont tout frais. Regardez. Encore, sont les biens. Alors, ils sont frais? Une seconde, pas si vite. Sors-en un qui vient du fond. Oh non. Pue ton poisson. Tu me vends que ce qu'il y a de meilleur, hein? C'est des choses qui arrivent, j'y peux rien, mais pour le prix, je veux Merci, bien... entendu. Celui-là, je prends le sel, et ce sera tout. Il n'y a pas que les poissons pourris. Il y a aussi le vin coupé à l'eau et la cire additionnée de gland.
certains plongent les sacs de marchandises dans l'eau pour augmenter leur poids et les vendre plus cher. Les négociants doivent se méfier des escrocs, mais ce n'est pas leur seul problème. De bas en haut, tu as les lignes pour les unités, les dizaines, les centaines, et tout en haut, les milliers. C'est clair? Bien. Comment tu notes 300? 100, 200... Ouais, voilà. Et 300. Et entre les lignes, tu as les demi-valeurs. Là, tu as 5, là, 50 et 500. 8, ce sera 5 plus 3. 5 et 3 unités, tu comprends? À toi, essaie avec 107. Comment veux-tu devenir marchand? Où se trouvent les demi-valeurs, hein? Commence avec 7. Quand on utilise des chiffres romains, comme les marchands de la Hanse, et non des chiffres arabes, l'arithmétique n'est pas simple. Sur la BAC, la table de calcul, on se trompe facilement entre la colonne des dizaines et celle des centaines. Une centaine, une dizaine, 5 et 4 unités, 107 plus 12 font 119. Bien, mais tu es trop lent. Combien de temps il te faudra pour tout ça? Les entrées, les sorties, il faut que ça aille vite. Le problème, c'est qu'on avait les unités sur les lignes, les dizaines sur d'autres lignes et les centimes au milieu. Tout ça se mélangeait joyeusement. En plus, on ne pouvait pas calculer de pertes sur les abacs, ni faire du calcul décimal. Quand le mathématicien allemand Adam Riese a introduit l'usage des chiffres arabes, ça a été une bénédiction, parce qu'ils sont faciles à additionner, soustraire et multiplier. Mais le principal souci de la Hanse n'est pas l'arithmétique. C'est la piraterie qui menace de paralyser le commerce maritime. Entre les XIIIe et XVe siècles, les pirates attaquent d'innombrables navires de commerce. Ils sont généralement à la solde de princes belligérants. Les mercenaires des mers sont redoutables. Hambourg les pourchasse, et ceux qu'elle attrape sont décapités aux portes de la ville, dans les marais du Grasbrook, où s'élève aujourd'hui le quartier de Hafen City. C'est là qu'un corsaire à la triste réputation nommé Störtebeker aurait perdu la vie en 1401, si l'on en croit la légende. Sa tête est exposée à la vue de tous, dans le port, à côté de celle de ses compagnons. Störtebeker a-t-il été capturé sur les berges de l'Elbe, où de nombreux pirates se tiennent en embuscade? Klaus Störtebeker en tant que tel n'a jamais existé. Rien n'atteste sa présence à Hambourg, ni sa capture, ni sa décapitation. En revanche, il y a bien eu un corsaire et honnête marchand répondant au nom de Johann Störtebeker, ou Strittebeker. Il apparaît dans les documents à partir de 1394. Mais la figure héroïque du pirate bagarreur capable d'ingurgiter des seaux de bière n'a jamais existé. Mais ce n'est ni l'arithmétique, ni les pirates qui auront raison de la Hanse. C'est la concurrence. À partir du XVIe siècle, on voit apparaître des négociants russes, et surtout des Hollandais, suivis plus tard par des Anglais. Tous cassent les prix pour remporter les marchés. Ils obtiennent de leurs seigneurs les privilèges que ceux-ci avaient accordés jusqu'alors à la Hanse. Après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, le commerce s'essouffle en mer Baltique et l'activité se déplace progressivement vers l'ouest.
Hambourg saisit cette chance pour se développer et devient rapidement l'un des grands ports commerçant avec le Nouveau Monde. D'autres ports de la Hanse lui disputent cette place. Mais Hambourg n'a aucun égard pour ses associés et recourt aux armes pour forcer tous les navires de commerce qui empruntent l'Elbe à décharger dans son port et nulle part ailleurs. Grâce à ce procédé déloyal, elle parvient à ses fins. Les navires désertent les ports de Stade, Lüneburg et Buxtehude. Mais ces derniers ne l'entendent pas ainsi, et ils portent l'affaire devant la plus haute juridiction du Saint-Empire romain germanique. Hambourg va alors présenter un faux document à l'appui de ses revendications, comme à l'époque de Frédéric Barberousse. Elle fait établir une carte géographique de 12 mètres de long, très déformée, qui donne la fausse impression que le Norderelbe, le bras de l'Elbe sur lequel est bâti Hambourg, est le bras principal en lieu et place du Zuiderelbe. En foi de quoi, elle prétend être dans son bon droit quand elle force les navires à emprunter ce bras. La carte peinte par Lorichs en 1567 est très détaillée. Elle montre toute la signalisation maritime ainsi que le phare qui domine l'île de Neuwerk, rattaché à Hambourg. Les gages du peintre seront princiers. Sur le plan de la perspective, c'est un peu une mystification. Mais cette carte indique tous les phares et les signaux maritimes et montre que Hambourg aménage ce fleuve depuis des décennies. C'est pour cette raison que la Chambre d'appel impériale lui octroie un droit dit d'empilage sur le Norderelbe. C'est exactement ce que voulait Hambourg. C'est une étape essentielle. Grâce à cela, de nouvelles nations, de nouveaux navigateurs vont déballer leurs marchandises dans son port. Sans la carte de Lorichs, Hambourg ne serait pas devenu l'un des 3 plus grands ports européens et une véritable plaque tournante du commerce international. Aujourd'hui, elle ne serait peut-être qu'un musée à ciel ouvert, comme la ville de Stade. Quoi qu'il en soit, au Moyen-Âge, cette carte permet à Hambourg d'écarter la concurrence. Stade, Lüneburg et d'autres grands ports allemands perdent de leur influence. Au XVIe et XVIIe siècle, Hambourg consolide sa suprématie sur l'Elbe. Elle s'entoure de fortifications, mais ne prend pas part à la guerre de 30 ans pour garder la mainmise sur le commerce. Elle accorde l'asile aux Juifs et aux protestants, qui lui apportent en retour leurs capitaux, leurs relations et font prospérer l'économie. Hambourg devient une cité cosmopolite, un carrefour d'échanges en tout genre. Pour se maintenir sur le marché mondialisé, il fallait être au fait de ce qui se faisait et lire les journaux qui venaient à l'époque des Pays-Bas. Les marchands de Hambourg lisaient le journal en dégustant une tasse de café. Cette nouvelle boisson était un produit des colonies arrivé en Allemagne et dans le nord de l'Europe par Hambourg. Le commerce de produits coloniaux se développe, même si Hambourg n'est pas une puissance coloniale. Ses relations avec l'Angleterre, les Pays-Bas et la France lui ouvrent des perspectives. Les grands voiliers, nouveaux seigneurs des océans, sont chargés de produits exotiques en provenance d'Amérique, d'Afrique ou d'Inde. La colonisation et l'esclavage rendent ces produits abordables, aux dépens des millions de personnes déportées et vendues comme esclaves. L'Occident s'enrichit et le port de Hambourg connaît un essor prodigieux. Il est en passe de devenir un port de rang mondial. Au XVIIIe siècle, plus de 3000 navires y mouillent chaque année. Ils apportent du café d'Arabie,
Des cotonnades et des soieries indiennes. Du poivre. Le tabac vient de Virginie. Le sucre arrive sous forme de mélasse. L'huile de baleine groenlandaise provient de l'océan Arctique. Et le vin de Bordeaux. Bientôt, les bateaux s'aventurent jusqu'en Extrême-Orient. Ils en rapportent du thé et de la porcelaine. Après les marchands, les armateurs constituent bientôt une nouvelle bourgeoisie. Ils tissent un réseau de routes commerciales autour du monde. Les voiliers qui font escale à Hambourg naviguent désormais entre les deux Amériques, l'Afrique, l'Asie et l'Australie. À la fin du XVIIIe siècle, le port emploie plus de 25 000 personnes. Différents corps de métier se partagent le travail. Il y a les pilotes, les emballeurs, les artisans voiliers, les matelots. Le port attire de nombreux hommes à la recherche d'un emploi. Beaucoup viennent de l'arrière-pays pour travailler comme journaliers et finissent par rester. Il y a peu de villes en Allemagne où les écarts entre riches et pauvres sont aussi flagrants qu'à Hambourg. Quel incapable! Vous avez qu'à les porter vous-même. Sur un autre ton, espèce de bon à rien. Répugnante vermine. Viens, laisse-le donc. Il n'est même pas fichu de porter des sacs. Pour qui ils se prennent ceux-là? Je les allégerai de quelques pièces un de ces jours. Le port hanséatique, bâti sur l'Alster, devient trop étroit pour tous ses voiliers. Les bateaux s'amarrent désormais à quelques 500 pilots appelés ducs d'Albe, plantés dans l'Elbe. Les distances augmentent considérablement et il faut des centaines de gabarres pour acheminer les marchandises jusqu'au dock. Emballeurs et porteurs attendent au pied de la grande grue, prêts à emporter les produits coloniaux vers les entrepôts. Ce thé est délicieux. Tu profites du paysage? Ne regarde pas en bas. Sans eux, nous n'aurions pas ces délicieux biscuits. C'est l'inverse. Sans nous, ces gueux n'auraient rien à manger. Mais peu de fortunes se bâtissent sur le port. 8 habitants sur 10 vivent dans une grande pauvreté et ont peu de poids politique. En 1806, le port de Hambourg est le premier employeur allemand. Mais Napoléon envahit la ville et ferme le port pour imposer un blocus continental à l'Angleterre. Toute l'activité s'arrête. Plus d'une centaine de maisons de commerce mettent la clé sous la porte et des milliers de personnes se retrouvent au chômage. Monsieur Weusen, vous auriez pas du travail pour moi? Mes enfants ont rien mangé depuis une semaine. C'est la conjoncture politique. Mais tu peux aller te plaindre auprès des Français. Voilà comment ils nous traitent quand ils n'ont plus besoin de nous.
J'en connais un dans Altona qui a une cave remplie de draperies anglaises. La population en est réduite à voler ou à faire de la contrebande. Pour lutter contre la fraude, les troupes napoléoniennes mettent en place des contrôles aux portes de la ville. Lorsqu'elles mettent la main sur des marchandises de contrebande, comme des draperies anglaises, elles les confisquent et les brûlent en public. Hambourg a beaucoup souffert du blocus continental, mais moins qu'on ne le dit généralement, car ce blocus était loin d'être hermétique. Helmut Stube-Dalous enseigne l'histoire à Hambourg. Il est spécialiste de la période napoléonienne en Allemagne. D'abord, ce n'était pas dans l'intérêt des Français, qui ne pouvaient pas risquer que l'Angleterre ou le reste de l'Europe sombre dans une crise économique. Ensuite, le blocus continental pouvait être contourné car les gouverneurs français se laissaient facilement corrompre. Même les petites gens trouvent le moyen de soudoyer les Français. C'est rien, c'est que du bois de chauffage, c'est pas interdit. Qu'est-ce que vous cachez là-dessous? Mais monsieur, je ne vous permets pas. Vous voyez bien qu'on n'a rien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous cachez quelque chose? Moi? Je vous interdis de toucher ma femme! Attendez, messieurs. Du sucre? Vous ne devez pas avoir la vie facile. Prenez-le, ça vous donnera des forces. D'abord, vous allez nous montrer ce que vous cachez sous votre jupe. Regardez-moi ça. En voilà de la belle draperie anglaise. Bon, je crois que pour cette fois, on va faire une exception. L'occupation française durera 8 longues années et Hambourg en gardera un terrible souvenir. Napoléon était un despote, on ne peut pas le dire autrement. Mais il a appliqué à Hambourg, rapidement et quasi automatiquement, toute une série de réformes auxquelles les Français s'étaient habitués, à commencer par les codes de loi napoléoniens qui étaient exemplaires en Europe. Tous les hommes, pas les femmes, sont devenus égaux en droit et ils ont eu le droit de vote. Ces réformes institutionnelles, et en particulier l'introduction des codes de loi, n'ont soulevé aucune véritable protestation, même à l'époque. Lorsque les troupes napoléoniennes se retirent en 1814, Hambourg répare ses voiliers et rouvre le port. À peine 2 ans plus tard, les premiers bateaux à vapeur descendent l'Elbe. L'apparition de la navigation à vapeur marque l'avènement de l'industrialisation. Mais elle divise l'opinion hambourgeoise. Parmi ses détracteurs, il y a les pêcheurs, qui craignent que le bruit ne fasse fuir le poisson, et les autorités portuaires, qui redoutent une multiplication des accidents. Mais ces défenseurs ont de meilleurs arguments puisque, grâce aux machines à vapeur, les bateaux ne sont plus soumis au vent et aux marées. De nouveau, on agrandit le port, devenu trop exigu. Malheureusement, en mai 1842, un grand incendie ravage la ville. Le feu se déclare dans le centre historique. Les flammes réduisent en cendres le vieux Hambourg et mettent 20 000 personnes à la rue.
Après l'incendie de 1842, il a été décidé de moderniser Hambourg, de faire fi de l'ancien aménagement urbain, aussi bien des maisons et des infrastructures que du port. On savait depuis longtemps que le vieux port intérieur était bien trop petit pour les navires qui ne cessaient de grossir. Alors immédiatement après l'incendie de la ville, les autorités municipales ont commencé à réfléchir à un nouveau port, plus grand et plus moderne. Monsieur Dolman, j'ai entendu dire que les plans de Monsieur Hube, notre directeur hydraulicien, ne vous convenaient pas. Je peux savoir pourquoi? Avec tout le respect que j'ai pour monsieur le directeur, des écluses réduiraient le passage. Tout le système serait freiné. Un port qui fonctionne avec des écluses est trop lent. Et Londres alors? Bientôt le plus grand port du monde fonctionnera avec des écluses. Oui, mais c'est à cause des marées. Là-bas, leur amplitude est beaucoup plus grande. Ici, elles ne nous serviront à rien. Messieurs, le mot-clé de cette nouvelle ère est la rapidité. Sans écluses, nous pourrions être le port le plus performant au monde. Regardez. Johannes Dallmann finit par occuper lui-même le poste de directeur hydraulicien. Contrairement à ses prédécesseurs, il propose de construire un port de marée ouvert sur la mer, avec un bassin portuaire artificiel. À l'époque, le marnage, la différence de hauteur entre la marée basse et la marée haute, est faible puisqu'il n'atteint pas 2,50 m. Dallmann parvient à imposer sa vision et son port, baptisé le Zantorhafen, est construit rapidement et inauguré en 1866. On m'a déjà rapporté le cas de plusieurs navires qui ont été déchargés et rechargés en l'espace de 24 heures. Aucun port ne travaille aussi vite. Tout ceci n'a pas coûté que du courage, cher monsieur Dallmann. Je sais, mais aujourd'hui le monde entier parle de nous. Un port moderne construit en seulement 6 ans, c'est une première, vous le savez très bien. Aussi moderne soit-il, j'espère qu'il sera rentable. Il le sera très bientôt. Je vous remercie pour votre confiance. À notre port. Au budget de notre ville. Désormais, le chargement et le déchargement des bateaux se fait à quai. Plus besoin de transborder les cargaisons sur des gabarres. Cela fait gagner un temps précieux. On utilise des grues à vapeur pour débarder directement à quai. Et dès 1872, on transborde directement les marchandises sur un train qui circule sur le quai de Dallmann. C'est une petite révolution. Aujourd'hui, le Zantorhafen est dans l'ombre de la Philharmonie de l'Elbe et c'est un quartier résidentiel huppé. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Hambourg devient le port le plus moderne du monde. La construction du chemin de fer permet au port de Hambourg d'augmenter sa productivité. Les marchandises sont transbordées directement sur les trains pour être acheminées vers d'autres lieux. C'est une organisation extrêmement efficace. Mélanie Leonhardt a écrit une thèse de doctorat sur l'histoire du port au XIXe siècle. La construction du chemin de fer donne un coup d'accélérateur à l'industrialisation de Hambourg. Bientôt, la ville est un immense chantier. On construit l'actuelle gare principale, le métro, plusieurs musées, ainsi que la Kunsthalle. Un nouveau quartier sort de terre autour de la Mönckebergstraße, l'une des artères marchandes les plus fréquentées d'Allemagne, encore aujourd'hui. L'hôtel Atlantique, qui domine l'Alster, date de la même époque. Durant les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale, l'essor économique de Hambourg attire de nombreux paysans en quête d'une vie meilleure. La presse écrit qu'à Hambourg,
on sent battre le cœur du commerce mondial plus que partout ailleurs dans la patrie. On perçoit la ville comme un espace de liberté où on trouve aisément du travail, mais où il est difficile de se loger. La plupart des arrivants atterrissent dans le Gängeviertel, le quartier des couloirs. Dans ce quartier pauvre, les maisons à colombages sont humides. Les fenêtres et les toitures laissent passer l'eau et la puanteur envahit tout. On souffre de la gale. Les crues font de nombreuses victimes, d'autant que certains vivent dans des caves. Les survivants retirent la boue et se réinstallent. La probabilité qu'un nouveau-né décède est alors supérieure à ses chances de survie. Les plus coriaces trimeront toute leur vie dans le nouveau port industriel de Hambourg. L'agrandissement et la modernisation du port s'accompagnent de nouveaux besoins en main-d'œuvre et en infrastructures. Les bateaux ne cessent de grossir et il faut toujours plus de bras pour les décharger. La vapeur fait son apparition. On utilise des grues à vapeur pour décharger les bateaux. Dès qu'un navire de commerce jette les amarres, toute une organisation se met en branle. Débardeurs et portefaix entament un balai bien réglé. Entre les bateaux et les entrepôts, les marchandises passent dans de nombreuses mains. En 1894, un ingénieur allemand invente le réfrigérateur. Les marchands vont pouvoir faire commerce de viande par-delà les mers. Le négoce de produits frais se révèle lucratif. Après la viande, on voit arriver des bananes. Des tonnes de bananes, car les Allemands en raffolent. On importe aussi du raisin, qu'on transporte dans du sable et qu'on examine soigneusement au déballage. Des monceaux de marchandises sont entreposés dans les magasins exempts de droits de douane. À la fin du XIXe siècle, Hambourg dispose de nombreux entrepôts le long de ses canaux. Toutes ces marchandises pourraient contribuer à remplir les caisses de l'Empire allemand si elles étaient taxées. Bismarck presse donc Hambourg d'adhérer au Zollverein, l'union douanière allemande. Mais comment Hambourg pourrait-elle soutenir la concurrence internationale si son port n'est plus en zone franche? Un compromis est trouvé en 1881. La ville de Hambourg entrera dans l'union douanière, mais le port restera en dehors. Par conséquent, on est contraint d'abandonner du jour au lendemain les 1200 entrepôts situés le long des canaux, puisque les marchandises n'y sont plus exemptes de taxes. Pour les remplacer, le Sénat fait construire la Speicherstadt, la ville-entrepôt. Cet ensemble architectural est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il abrite le siège des autorités portuaires ainsi que des musées, des agences de publicité, des restaurants et des maisons d'édition. C'est la première fois dans l'histoire qu'on établit une distinction entre la ville de Hambourg et le port. Pour construire ces bâtiments qui font aujourd'hui la fierté de la ville, on expulse 20 000 personnes qui ne seront jamais indemnisées. On plante des millions de pilots de chêne dans le lit sablonneux de l'Elbe. Les travaux durent 6 ans. En 1888, l'empereur Guillaume II vient en personne inaugurer le premier tronçon de la ville-entrepôt. Les négociants y entreposeront essentiellement des produits des colonies. Thé, café,
cacao ou épices. En effet, les bâtiments en briques offrent des conditions de stockage idéales. La cohorte des déshérités jetés à la rue pour construire ces magasins trouve refuge dans le Gängeviertel, déjà bondé. Oh mon Dieu, quelle misère. C'était la première fois que sa femme a couché. Oh, le pauvre homme. Mais la place manque. D'autant que des migrants arrivent toujours plus nombreux. Venez, c'est ici. Là-dedans? C'est parce qu'on nous avait dit on devait avoir une maison. C'est pas possible. La pauvre s'attendait peut-être à un château. Excusez-nous, on a voyagé longtemps. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Demain, on essaiera de trouver mieux. Ils ont un endroit où dormir au sec. Moi, à leur place, je me plaindrais pas. Peut-être qu'en Russie, c'était une famille qui avait le sou. C'est pas un palace, mais il y a plus que ça. Alors, vous la prenez ou pas? Soit on accepte, soit on dort dehors. Il faut qu'on se repose, on réfléchira plus tard. De nombreux Russes en route pour l'Amérique transitent par Hambourg. Allez, avance. Les gens partent à cause des famines et du manque de perspectives économiques. Ils espèrent prendre un nouveau départ en Amérique du Nord et s'y faire une petite situation. C'est tout à fait comparable à la situation des migrants aujourd'hui. Entassés dans les quartiers surpeuplés du centre-ville, des dizaines de milliers de personnes attendent durant des semaines de pouvoir poursuivre leur voyage. Pour des millions d'émigrants, Hambourg est la dernière escale européenne. La traversée vers New York dure des semaines, voire des mois. Les passagers sont cantonnés dans l'entrepont et voyagent dans des conditions difficiles. La nourriture est souvent avariée, si bien qu'un passager d'entrepont sur 5 meurt durant la traversée. Le terme d'entrepont est très juste. C'est vraiment un espace logé entre les ponts qu'on a aménagé à la hâte pour embarquer des passagers. Rebecca Geithner est historienne au musée de l'émigration de Hambourg. Elle a passé quelques heures dans la réplique d'un entrepont. À l'origine, les bateaux transportaient des marchandises des États-Unis vers l'Europe. Mais quand on comprend que ces flots de migrants représentent une manne financière, on construit à la hâte des entreponts avec des couchettes rudimentaires qu'on fabrique avec 3 bouts de bois. Les émigrants deviennent plus exigeants quand la concurrence se développe et que les armateurs se disputent leur faveur. Seulement 83 marks la traversée, moins cher que la Lloyd. Qui veut aller en Amérique? 83 marks. Parmi ceux qui briguent les faveurs des émigrants se trouve un habile commerçant du nom d'Albert Balin. Vous ne trouverez pas plus des billets pour l'Amérique. Seulement 83 marks. Hé, personne d'autre ne vous emmènera en Amérique pour ce prix. On est là depuis des semaines. Il ne nous reste plus rien. Seulement 83 marks. Je vous assure que vous ne trouverez pas moins cher pour faire la traversée. Je m'occupe de tout. Je vous dirai où vous devez aller, je vous dirai quand, je vous emmènerai même jusqu'au quai. 83 marks et on est 4. Tu crois qu'on aura assez pour le voyage et la nourriture? Je sais pas, on n'a pas travaillé, on a presque tout dépensé. On va voir ce qui reste. 100, 200, 300, il faut qu'on en garde. 300? Non, 332. 83 par personne, ce n'est pas négociable. Oui ou non? Dans 5 jours, le navire lève l'ancre. Je viendrai vous chercher au lever du soleil. Le plus dur est passé.
Albert Ballin avait une petite agence d'émigration. Mais grâce à ses offres très intéressantes, il avait un tel succès qu'il a fini par faire de l'ombre à Hapag, le grand armateur de Hambourg. Hapag a alors racheté la concurrence, recruté Albert Ballin et fait sienne ses idées. Si bien qu'en fin de compte, Ballin a fait de Hapag le plus grand armateur du monde. Albert Ballin équipe de grands paquebots transatlantiques pour transporter les émigrants. Il regorge d'idées. Tu es sûr que tu ne veux pas un whisky, Herman? Non, merci. Tu as de nouveaux projets? C'est une bonne nouvelle. En effet, je veux que tu construises le plus beau des bateaux à vapeur. Je le veux rapide et je veux que ce soit le plus grand de tout l'Empire allemand. Luxueux et élégant. Et pour qui? Les émigrants? Non. « 150 mètres de long, 20 nœuds. Pour un tel navire, il y aura au moins 250 hommes d'équipage. Ça coûtera beaucoup d'argent. » Oui, je sais. Mais il y aura aussi 250 passagers à bord. Des gens fortunés. Je proposerai des voyages d'agrément, des croisières. Et c'est toi, Herman, qui va me construire ce bateau. 4 semaines en Méditerranée. Gibraltar, Jaffa, Constantinople, et pourquoi pas les Indes occidentales ou le Svalbard. Fais-moi confiance, Herman. Tu verras, les croisières, c'est l'avenir des armateurs. Buvons à notre avenir. Albert Ballin ne perd pas de temps. Très vite, les premiers paquebots de croisière sortent des chantiers navals et s'en vont conquérir le monde. On propose des destinations exotiques dans les pays chauds ou dans les glaces du Grand Nord. Avec ses voyages d'agrément et ses croisières de luxe, Albert Ballin crée une nouvelle activité économique qui se révélera fort lucrative et dont Hambourg deviendra le fer de lance. Aujourd'hui, plus d'un demi-million de passagers embarquent chaque année à bord d'un paquebot de croisière dans la cité de l'Elbe. Créé au tournant du XXe siècle, le marché des voyages d'agrément reste très rémunérateur pour les armateurs. Mais il offre aussi un débouché aux constructeurs navals. Blohm & Voss assure l'entretien des grands paquebots de croisière en cale sèche. Cette activité emploie aujourd'hui 1 millier de personnes. Elles étaient 20 000 à l'époque de Ballin. À la fin du XIXe siècle, les chantiers navals se lancent dans la construction de coques en fer. Elles font appel pour cela à de nouvelles professions. Les menuisiers qui ont construit des bateaux en bois toute leur vie doivent céder la place à des ouvriers du fer. En l'espace de quelques années à peine, Hambourg devient la capitale mondiale de la construction navale. Mais bientôt la ville sera frappée par une nouvelle épreuve. Une épidémie de choléra éclate en 1892. Elle fera près de 10 000 morts. Des ouvriers du port sont en train de désinfecter les quartiers pauvres quand un jeune médecin berlinois arrive en ville. Allez-y, regardez. C'est une catastrophe. C'est indigne d'une ville européenne. Ils n'avaient qu'à se laver, c'est la moindre des choses. Cette odeur est insupportable. Les déchets des habitants de Hambourg finissent tous dans l'Elbe. Et d'où vient l'eau que boivent les gens? Elle est puisée dans l'Elbe. Tout vient de l'approvisionnement en eau. Nous devons installer ces stations de filtrage. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. C'est à vous, messieurs, de prendre les choses en main. Nous ne sommes en rien responsables de ce qui se passe ici. Ce sont ces émigrants qui ont apporté la maladie dans nos murs. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. C'est par l'eau que se transmet le choléra. Et les épidémies recommenceront tant que la ville n'agira pas. Hambourg sombre dans les excréments et les déchets. Docteur, vous en faites un peu trop.
Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, si vous tenez à votre ville, vous devriez agir sans perdre de temps. Bernard North finit par convaincre le Sénat de Hambourg de construire des fontaines et de filtrer l'eau des quartiers populaires. L'épidémie est rapidement enrayée. Le médecin berlinois décide de rester à Hambourg. De nombreux défis l'y attendent, car le port est le point d'entrée de toutes les maladies du monde. Les virus et les bactéries exotiques arrivent dans les cargaisons des bateaux, mais surtout dans l'organisme des marins. En 1900, Bernard North ouvre un institut de médecine dans le port. Ça fait combien de temps que vous avez de la fièvre? J'en sais rien, j'ai été malade pendant toute la traversée. T'as eu le mal de mer, il te fallait le plancher des vaches. Y a pas de honte, tu peux le dire. Où êtes-vous allé exactement? Dernièrement, à Valparaiso, au Chili. Mais là-bas, tout allait bien. J'étais en pleine forme. C'était il y a 5 semaines. Vous avez dû faire quelques escales. Vous avez bu quoi à terre? On a bu des tas de bonnes choses, on n'a pas manqué. Est-ce que vous avez rencontré des femmes? Oui. Vous savez comment sont les traversées. C'est un très long voyage, docteur. Oh oui, un très long voyage. North a su imposer sa vision au bon moment et au bon endroit. Le professeur Rolf Horstmann dirige l'Institut Bernard North de médecine tropicale à Hambourg. Il était très impliqué en politique. Il a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying à Berlin pour obtenir l'implantation de l'Institut à Hambourg. Ça a été l'œuvre de sa vie. L'Institut Bernard North est renommé dans le monde entier. Aujourd'hui, on y étudie les grandes maladies du siècle, le paludisme, la dengue, le virus Ebola. Les migrants ne sont pas responsables de l'épidémie de choléra de 1892. Mais après cet épisode traumatique, Hambourg aura peur d'eux. De nombreux migrants qui transitent par Hambourg viennent d'Allemagne. Ce sont de petits paysans et artisans du sud de l'Allemagne. Les pauvres des campagnes du nord et de l'est du pays viennent grossir leurs rangs à partir des années 1900. La plupart de ces gens partent pour l'Amérique, en quête de travail et de liberté. Ils débarquent au centre d'immigration de la petite île d'Ellis Island, face à New York. Plus de 10 millions de personnes passeront par ce centre. En ce temps-là, les États-Unis accueillent quasiment tous les candidats à l'immigration. Seuls les malades sont refoulés. Oh, ces Américains. Ils vont nous mener à la ruine avec leur politique d'immigration. Ils renvoient tous ceux qui ne sont pas en parfaite santé. Et ils le font à nos frais. Ça ne peut plus durer. On va prévoir une zone de quarantaine. Monsieur Balin. On va mettre en place des zones d'accueil. Il faudra qu'il y ait plusieurs halles pour éviter les contagions. Et il faudra les vacciner. Ça va nous coûter une fortune. Comment vous récupérez l'argent? Ces gens n'ont pas un sou. On le récupérera, ne vous en faites pas pour ça. Un passager mort ne rapporte plus rien. Balin construit des halles des migrants, où il accueille ses premiers passagers en 1901. Ces halles offrent un certain confort comparé aux bas quartiers surpeuplés. Les candidats à l'émigration y passent quelques jours, coupés du reste de la ville, avant d'embarquer.
Les halles des migrants étaient une ville dans la ville, comme disait Hapag. On y trouvait pratiquement tout ce dont on pouvait avoir besoin. À l'arrivée, on était enregistré, contrôlé, on passait un examen médical, puis on était logé dans l'un des immenses dortoirs. Il y avait aussi une distribution de repas. Les gens restaient en moyenne entre 3 et 5 jours. Il fallait bien les nourrir. Il y avait 3 repas par jour, ce qui était remarquable pour les années 1900. Il y avait une épicerie, un salon de coiffure, une aire de jeu pour les enfants. Plus tard, il y a même eu un cinéma. Il y avait 2 églises, une catholique et une protestante, et une synagogue pour les émigrants juifs. Les migrants arrivent là après un voyage long et éprouvant, et ils doivent passer avant toute chose à la station de désinfection. Plusieurs cuisiniers sont chargés de leur préparer des repas chauds, dont un menu cachère. Dans les dortoirs des hommes comme dans ceux des femmes, les migrants sont regroupés par origine et religion, de manière à limiter les conflits. Au bout de quelques jours, les passagers peuvent embarquer. La traversée est incluse dans le prix. Balin vend, pour ainsi dire, des voyages organisés d'émigration, tout compris. Il y a une part de philanthropie dans tout cela naturellement, dans la mesure où rien n'oblige Hapag à déployer tout ce luxe entre guillemets. Mais cela le distingue aussi de la concurrence, car il n'existe rien de tel dans les autres ports européens. Or, au moment de choisir son armateur, le candidat à l'immigration optera plus facilement pour celui qui propose un voyage tout compris, avec l'hébergement sur Hambourg et les repas. Comme ça, il n'aura à s'occuper de rien. Cela simplifie la décision. À bord des paquebots, il y a toujours 2 classes de passagers. Mais Balin se distingue en proposant à ceux de l'entrepont de prendre l'air et de profiter de certaines commodités. Après tout, ce sont eux qui font rentrer le plus d'argent dans les caisses. Sans eux, ils feraient faillite en quelques semaines. Ces entreponts sont confortables. Cela n'empêche pas les passagers de première classe au-dessus de dîner au champagne et en musique. Ceux-là dorment dans des draps damassés et peuvent faire de l'exercice avec un professeur de gymnastique. À moins qu'ils ne préfèrent prendre un bain de soleil. Au début du XXe siècle, alors qu'Albert Balin rêve d'une flotte de paquebots et que Bernard North lutte contre les maladies dans le port de Hambourg, l'empereur allemand nourrit des rêves bien différents. En visite à Hambourg en 1901, Guillaume II proclame que l'avenir de l'Allemagne est en mer. L'Empire allemand va se doter d'une flotte de guerre. Le constructeur Blohm und Voss croule bientôt sous le travail et ouvre le plus vaste chantier naval du monde. La politique d'armement de l'Allemagne crée des milliers d'emplois. Ces ouvriers traversent l'Elbe tous les jours pour se rendre sur les chantiers navals. Les armateurs finissent par se plaindre auprès du Sénat de Hambourg parce que leur trajet est pénible en cas de mauvais temps et surtout parce qu'il fait perdre un temps précieux. Comment ferais-tu pour faire passer tous les ouvriers sur l'autre rive de l'Elbe? À cause des bateaux, on ne peut pas construire de pont? Exactement. Dans ce cas, il faut les faire passer... Par-dessous? Oui, c'est une bonne idée. Un tunnel, ce serait un chantier pharaonique. Oui, mais tu es ingénieur, c'est ton métier. Il mesurerait environ 500 mètres, au moins. Et il faudrait qu'il passe à une trentaine de mètres sous le fleuve. Les ouvriers traverseraient bien au sec. Je sais que tu peux le faire. Il faudra le sécuriser. La pression de l'eau est énorme. Tu y arriveras. Avec des milliers de tonnes de béton et d'acier. Il va falloir convaincre les vieillards du Sénat de le financer.
Ça aussi, tu y arriveras. Et ensuite, une fois que j'aurai fini le tunnel, on pourra se marier. Et ça aussi, tu vas y arriver. Nous deux. Le jeune ingénieur Otto Stockhausen va construire un ouvrage extraordinaire dont les travaux débutent en 1907, un tunnel sous l'Elbe. On commence par creuser des puits pour amener les ouvriers à 28 mètres sous terre. Une fois sur site, les ouvriers manœuvrent un tunnelier qui permet de percer la tranchée tout en étayant ses murs avec du béton et du fer. Cette technique va permettre de creuser un tunnel de 426 mètres de long sous le fleuve. Mais les travaux engendrent des nuisances inattendues. Notamment sur la plage de Steinwerder. Qu'est-ce que c'est agréable! Ah oui, c'est vrai qu'on est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? N'ayez pas peur, mesdames. Ça vient du chantier du tunnel. Ce ne sont que quelques bulles. Ça surprend. Régulièrement, de l'air s'échappe du chantier. Cela amuse les baigneurs. Mais sous l'eau, les ouvriers travaillent dans des conditions particulièrement dangereuses. Le chantier emploie 4000 hommes, italiens, russes ou polonais pour la majorité. Ils travaillent littéralement sous pression atmosphérique. C'est cette pression qui empêche l'eau de s'infiltrer. Pour remonter à la surface, ils doivent passer par des sas de décompression. Malgré ces précautions, il y a des accidents et des embolies dus à une trop forte concentration d'azote dans le sang. La ville construit un dispensaire spécialement pour eux. Tenez, ça va vous réchauffer. Merci. J'avais les mains tout engourdies. Il faut bien vous couvrir, c'est important. Oui, c'est vrai qu'il fait froid. Le médecin va bientôt arriver. Il va vous ausculter. Mais qu'est-ce que j'ai? Il va vérifier. Il est à côté. Il va s'occuper de vous. Ah, c'est ce monsieur. D'accord. Merci, madame. Suivant, s'il vous plaît. Hambourg n'en est pas moins fier de son tunnel sous l'Elbe. Le jour de l'achèvement des travaux de percement, un photographe est présent. Stockhausen peut enfin épouser sa fiancée. L'ouvrage sera inauguré en 1911. Il aura coûté l'équivalent de 50 millions d'euros. Nouvel emblème de Hambourg, le tunnel attire 60 000 visiteurs dès le premier jour. La population est enthousiaste. Il faut dire que grâce aux sociodémocrates, la traversée est gratuite pour les piétons. À l'époque, ce tunnel était à la pointe de la technique. Un tunnel sous l'eau, sous l'Elbe, c'était inouï pour l'Allemagne. Pour trouver un équivalent dans le monde, il fallait regarder en direction de Londres, où on était en train de construire le métro, ou vers l'Amérique, où on lançait de grands travaux d'équipement. Mais en Allemagne, seul Berlin pouvait éventuellement rivaliser avec Hambourg en termes de grands travaux. En surface, on construit une entrée monumentale, symbole du progrès, véritable cathédrale de la technologie. Les plus spirituels de ses détracteurs iront jusqu'à la comparer à un monument funéraire. Le tunnel est desservi par des ascenseurs ultramodernes. Il est conçu pour permettre le passage de voitures à cheval. L'achèvement du tunnel permet aux ouvriers d'arriver plus rapidement sur les chantiers navals. En ce début de XXe siècle, on construit des cuirassés à tour de bras. La course à l'armement naval a commencé entre l'Allemagne et l'Angleterre,
et Guillaume II ne craint pas la démesure. L'Allemagne va devenir une puissance navale du jour au lendemain. En 1914, elle se précipite dans la Première Guerre mondiale et vers sa perte. La guerre s'achève 4 ans plus tard par la défaite de l'Allemagne. Les armateurs doivent céder la plus grande partie de leur flotte aux puissances victorieuses. Mais après quelques années, l'activité portuaire redémarre. Des inventions comme le chariot électrique et l'ancêtre du chariot élévateur lui donnent un nouveau souffle. On recrute des ouvriers spécialisés par dizaines quand soudain, en pleine reprise, le sort frappe de nouveau. À la bourse de New York, les cours s'effondrent. Lorsque la crise économique mondiale éclate en 1929, et même si elle ne dure pas, on sait que Hambourg sera forcément touché, parce que son port est une plaque tournante du commerce entre l'Allemagne et le reste du monde. Et c'est effectivement ce qui se passe. Chômage, inflation, dépression et famine sont les conséquences de la crise. Près d'un docker sur 2 perd son emploi. Dans ces situations, les principales victimes sont toujours les salariés. Quand on voit que Blom-Grundfos est obligé de licencier les 3/4 de son personnel, on imagine que des dizaines de milliers de salariés de la construction navale et du port sont touchés et se retrouvent dans une situation difficile. Il y a bien une couverture sociale, mais elle n'est pas comparable à ce qu'elle est aujourd'hui. Et beaucoup de gens se tournent alors vers les forces politiques extrêmes. Les nazis arrivent au pouvoir en 1933. Adolf Hitler se rend à Hambourg à 33 reprises. Il aime la cité de l'Elbe, et la plupart de ses habitants le lui rendent bien. Une nouvelle fois, le port devient une usine d'armement. Blom-und-Voss reprend la construction de vaisseaux militaires. Hitler assiste personnellement au lancement du Bismarck. La politique d'armement concourt de manière directe et indirecte à relancer l'économie, avec des retombées importantes pour la construction mécanique et l'industrie lourde, ainsi que dans une moindre mesure pour la construction navale. De ce fait, beaucoup de gens sont prêts à ignorer les discriminations, les entorses à la liberté et l'abolition de la démocratie, voire même à les approuver. C'est une attitude très répandue à Hambourg parmi les négociants, les industriels et toute la grande bourgeoisie. Le constructeur naval Deutsche Werft profite lui aussi de la politique d'armement démentiel des nazis. Il sort des séries entières de sous-marins. L'Allemagne va se doter de plus de 50 submersibles en l'espace de quelques années. La construction de navires de guerre remet le port de Hambourg à flot. Et la ville se lance dans de grands travaux. Une jeunesse saine est appelée à grandir dans un grand Hambourg sain.
le projet est si ambitieux que Hitler lance un concours d'architectes pour redessiner la ville. Oui, voilà, j'arrive. Heil Hitler. Heil Hitler, Herr Gauleiter. Je voudrais voir l'architecte Gutschow. Entrez, il est dans son bureau. Monsieur Gutschow! J'ai dit monumental, alors arrêtez de faire dans la demi-mesure, essayez de le voir plus grand. Monsieur Gutschow, on vous demande. Herr Gauleiter, que me vaut l'honneur de votre visite? Heil Hitler. On m'a chargé de vous transmettre ce courrier. Mademoiselle Hansen, allez nous chercher une bouteille. Ce qu'on a de meilleur. Il y a un événement à fêter. C'est... cette lettre, c'est... Merci, c'est un immense honneur. C'est vous qui avez gagné? Oui, c'est moi. Nous allons reconstruire Hambourg. Je vous l'avais dit! Il faut voir grand! Hitler a de grands projets pour la rive nord de l'Elbe, et les plans de Konstantin Gutschow lui plaisent. Le jeune architecte veut transférer le centre-ville situé le long de l'Alster sur la rive de l'Elbe, même si cela suppose d'expulser 40 000 personnes. Pour loger l'administration, il imagine une grande tour disposant à ses pieds d'une halle du peuple et d'une grande place propre à accueillir des rassemblements de masse. Heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium, auch nicht bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. La Seconde Guerre mondiale éclate et met un terme au projet de Gutschow. Le Grand Hambourg ne verra jamais le jour. L'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939. Parmi les millions de soldats qui partent à la guerre, figurent de nombreux dockers de Hambourg. Au moment où la guerre éclate, on ne mobilise pas tous les salariés. On épargne ceux dont on aura du mal à se passer. Les salariés les moins qualifiés ont plus de chances d'être appelés sous les drapeaux. On les remplace soit par des prisonniers de guerre, soit par des détenus de camps de concentration. Le camp de Neuengamme possède des annexes dans plusieurs entreprises du port. Ces détenus travailleront jusqu'à la fin de la guerre. Par ailleurs, de nombreuses déportations ont lieu à Hambourg à partir de la gare dite de Hanovre. Hambourg n'oppose que peu de résistance aux déportations. Sur les 20 000 juifs que compte la ville, seule la moitié parvient à fuir à temps. Les Alliés veulent détruire la dictature nazie et bombardent l'Allemagne. À l'été 1943, un déluge de feu fait 40 000 morts à Hambourg. La ville est détruite par une série de raids aériens britanniques. Nom de code de l'opération, Gomorrhe. La population nettoie les décombres comme elle peut et reprend le travail au milieu des ruines fumantes. . . . . 。 . 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
Hambourg devait s'attendre à être bombardée un jour, puisqu'elle était la troisième ville industrielle d'Allemagne. Les raffineries de pétrole, les chantiers navals et les autres industries de guerre étaient des objectifs militaires de premier plan. Les bombardements alliés sur le port de Hambourg reprennent à partir de 1944. Le dernier grand raid aérien sur la ville et ses chantiers navals a lieu en avril 1945, peu avant la fin de la guerre. On cherchait à démoraliser l'ennemi, mais cet objectif n'a été que partiellement atteint. Beaucoup de gens ont quitté la ville ou ont été forcés de partir. Pour autant, on n'a pas constaté de sentiment anti-anglais, anti-américain ou anti-alliés dans la population. Les troupes anglaises entrent dans Hambourg en mai 1945. La guerre est finie, le port est en ruine. Il n'en reste plus que la carcasse. Les grues cassées, désormais inutiles, pointent vers le ciel. Partout dans la ville, les décombres s'amoncellent le long des rues. Qui pourrait vivre dans cette cité fantôme ? Qui pourrait travailler dans ce port dévasté ? Le port a été détruit à 80%, et il a fallu 10 ans pour le reconstruire. Les débuts ont été difficiles parce qu'il a fallu d'abord nettoyer les décombres. Des milliers d'épaves encombraient le port et les canaux. Une difficulté supplémentaire a été le démontage des usines au titre des réparations de guerre, un objectif que les Alliés avaient imposé. Mais les troupes d'occupation britanniques se sont montrées relativement généreuses à Hambourg. Et à partir de 1950, les Alliés ont abandonné ces mesures pour soutenir les tentatives de réindustrialisation de la RFA. Ils étaient déjà dans la logique de la première période de la guerre froide. Au milieu des années 1960, en pleine guerre froide, Ludwig Erhard, alors chancelier ouest-allemand, se rend à Hambourg pour célébrer l'anniversaire du port. Il en profite pour ramener la ville à l'essentiel. Möge Hamburg, mögen seine Bürger nie vergessen, dass es die Freiheit gewesen ist, die ihnen die Tore zur Welt eröffnet hat. L'Allemagne est en train de vivre son miracle économique. Le port est en pleine expansion. Le port de Hambourg est certainement l'un des grands moteurs du miracle économique. C'est un point d'entrée important pour les matières premières et un point de sortie pour la production allemande, notamment les machines, les produits semi-finis et les produits en acier. Le port est donc directement impliqué dans l'essor que connaît le pays à partir de 1955 jusque dans les années 60. Beaucoup de Hambourgeois en profitent parce que cela crée des emplois et développe le commerce. Durant la période du miracle économique, les Allemands cherchent à oublier le passé pour prendre un nouveau départ et entrer eux aussi dans la société de consommation. Mais en février 1962, alors que le port est quasiment reconstruit, une nouvelle catastrophe se produit. Une crue exceptionnelle et dévastatrice de l'Elbe brise les digues et fait des centaines de morts. De nombreuses personnes ne doivent leur survie qu'à l'intervention d'hélicoptères. Cette catastrophe fait la démonstration, s'il en était besoin, que le fleuve n'apporte pas seulement la prospérité à Hambourg.
Après la crue catastrophique de 1962, on commence par reconstruire les anciennes digues. On surélève certaines zones portuaires particulièrement basses et on en fusionne d'autres avec l'aide de la ville et la participation financière des entreprises locales. Dans les années 1960, une invention américaine débarque à Hambourg et révolutionne le port. C'est le conteneur. Dès les années 1930, Malcolm McLean avait eu l'idée de charger directement des camions de marchandises, sans le tracteur, sur les bateaux au lieu de transborder leur contenu. Le conteneur était né. Le premier navire transportant les caisses d'acier de McLean prend la mer en 1956. L'inventeur proclame avec fierté « Je n'ai pas de navire, mais j'ai des camions qui naviguent sur la mer ». Au cours de la décennie qui suit, le conteneur s'impose comme la nouvelle norme et contribue largement à la mondialisation des échanges. Il faut dire qu'il fait gagner un temps considérable. Lorsqu'on utilisait la seule force musculaire pour déplacer des balles de marchandises, il fallait 100 jours de travail à 100 hommes, là où il ne faut plus aujourd'hui qu'un seul jour, grâce au conteneur et à l'informatique. Mais l'automatisation du travail met au chômage les ouvriers portuaires les moins qualifiés. Jamais le port de Hambourg n'a connu un bouleversement aussi important qu'aujourd'hui. Les entrepôts ne cessent de s'étendre. Des villages entiers ont été rasés. On a creusé et élargi le lit de l'Elbe pour accueillir les nouveaux géants des mers. Au cours des prochains siècles, le port de Hambourg devra s'imposer face à la concurrence nationale et internationale. Véritable usine au cœur de la ville et du fleuve, il aura de nouveaux défis à relever. Pour continuer à attirer des millions de voyageurs à destination du monde entier, il devra miser sur le développement durable et la compétitivité. Aujourd'hui, la ville reconquiert d'anciennes zones portuaires. Nouvel emblème de Hambourg, la Philharmonie de l'Elbe est venue couronner l'entrepôt A. Bâti pour le commerce, le vieux port est en train de devenir un espace dédié à la culture et à la détente. Mais Hambourg poursuit toujours le même but. Attirer des voyageurs de tous les pays, échanger des marchandises du monde entier et gagner de l'argent. Le port de Hambourg est sorti du cerveau d'un seigneur visionnaire il y a 800 ans. La cité de l'Elbe a réussi à le hisser à un rang international, à force de travail, de persévérance, de courage et d'un soupçon de ruse.